Là, on vous rappelle comment faire pour l'enveloppe, c'est-à-dire on a choisi trois indicateurs pour l'enveloppe. C'est on calcule le U, le coefficient U global de transmission globale de l'enveloppe et on compare avec la référence. Et l'U enveloppe référence pourrait être adapté à n'importe quelle réglementation thermique, à n'importe quelle zone climatique. Seulement, on peut comparer à ce moment-là l'amélioration sur l'enveloppe, l'amélioration sur le coefficient de transmission thermique globale des façades et l'amélioration sur la protection solaire des fenêtres, c'est-à-dire le taux global de vitrage apparent qui est ajusté en fonction du facteur de transmission des fenêtres et en fonction de la protection architecturale. Donc, une fois qu'on a fait les deux, on peut à ce moment-là regarder, voilà comment on a le système Grassmed, comment il donne les notations. C'est en fonction de l'amélioration. Donc, si on a entre 0 et 7%, voilà, on donne 7 points. Ça veut dire qu'on a donné, même s'il correspond à la réglementation, même s'il n'a pas fait d'amélioration, il prend 7 points. Okay? Que ce soit au niveau de façade, que ce soit au niveau de l'enveloppe, et que ce soit pour le taux de vitrage. Donc, le pourcentage d'amélioration, il gagne des points. Le maximum de points qu'il peut gagner pour l'enveloppe, c'est 150. Je vous rappelle que nous, pour Grassmed, on a 525 points. Donc 150, c'est des améliorations maximales, mais bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre le 50, puisque pour atteindre le 50, il faut une isolation, il faut une protection solaire, il faut tout ça. Donc, mais ça permet de tester et d'améliorer effectivement son enveloppe du bâtiment. Voilà donc l'idée globale, comment ça se fait pour ce bâtiment. Par exemple, si on considère ce bâtiment, on va considérer un exercice qu'on a pris, c'est un hôtel à Marrakech. Voilà, donc on a pris un hôtel à Marrakech, nouveau, qui est en train de se construire, et avec les différentes, on a calculé les surfaces, que ce soit les façades, que ce soit les fenêtres, les murs, et ainsi de suite. Et pour faire cet exercice, on va y aller vers ce qu'on appelle le software dont je vous ai parlé. Voilà. Donc, vous regardez comment ça se passe. Ça doit être open, online, pour l'utilisation, pour n'importe qui veut utiliser. Donc, simplement, il va vers Project Info. Donc, le projet, voilà, on va donner le numéro, la date d'aujourd'hui. On va appeler Skyline Hotel. Il est à Marrakech. Le propriétaire, c'est Lamé. Et M. Amin Ahmaras, on l'a donné, c'est-à-dire c'est le concepteur de ce bâtiment. Et Murtada et Jouné, ce sont les évaluateurs. Voilà. Donc, ça, c'est-à-dire que directement, on va vers Switchboard. Et ici, on va donner les caractéristiques des murs, des murs. On va ici dans le mur, vous voyez. Donc, il faut introduire, c'est quoi? Par exemple, ici, on a un ensemble de matériaux, seulement on choisit celui qui est adéquat. Par exemple, ici, on a pris 14 cm. On a l'isolant, on a choisi le polystyrène. Voilà, dès qu'on choisit un matériau, il a toutes les caractéristiques, le lambda, tout, seulement il a besoin de l'épaisseur. Voilà, parce que le matériau, il connaît ses caractéristiques thermophysiques, on a besoin seulement de l'épaisseur. Donc, une fois qu'on a l'épaisseur, 6, ici, c'est-à-dire on a 10. Et là, automatiquement, c'est lui qui fait le calcul de la conductivité thermique. Par exemple, ici, la conductivité thermique, elle est directement dans la base de données. La base de données, puisqu'on a choisi de polystyrène. Bon, si vous voulez prendre autre que le polystyrène, par exemple, vous prenez polyuréthane. Voilà, vous voyez, polyuréthane, automatiquement, il a changé sa conductivité thermique du polyuréthane. C'est pas grave, on va prendre comme ça le polyuréthane. Voilà. Toutes les caractéristiques, non seulement on choisit le matériau et on choisit l'épaisseur. Vous voyez, ici, on a l'épaisseur de matériaux
quelle est l'épaisseur de matériaux. Il faut donner, par exemple, 6 cm, épaisseur de matériaux, combien de centimètres 6. Si je mets 6, hop, il me donne la conductivité thermique. Le coefficient de transmission surfacique. Bon, si vous choisissez une épaisseur plus faible, regardez, si on choisit une épaisseur plus faible, le coefficient U qui est ici 0,34, si on diminue l'isolation, est-ce que le coefficient U va devenir plus grand ou plus petit? Si on diminue l'isolation? Plus grand, on va voir. Donc au lieu de mettre 6, on va choisir ici, on va mettre 3. Et le 0,34, normalement, doit être plus grand. Oh, ça est devenu 0,61. Vous voyez? Donc, automatiquement, on fait comme ça. On descend en bas. Voilà. Il y a la toiture. Ça, les roufs qu'on appelle, la toiture. La même chose. On a choisi un isolant. On a mis 8 cm. Peut-être, on a un coefficient 0,36. Je veux changer le 8. Je veux mettre 6, par exemple. Hop. Et il me donne 0,45. Voilà. Mais je veux donner une épaisseur plus faible. Je veux donner 3. Voilà. Et que, voilà. Pardon, ici. Voilà. Non, oui. C'est-à-dire holoblock, sickness. Non, ça, c'est pas nécessaire, ça. Voilà, on va donner ça. En fait, il a donné on a 0,45. Là, c'est ça ce que j'ai changé. Je vais mettre 3 ici. Voilà. Et 0,73. Et là, je vais aller directement qu'est-ce qui reste? Ce qui est le plus difficile, c'est les fenêtres. Il reste seulement à définir les fenêtres. Les fenêtres, je choisis, c'est quoi? Ici, si je ne connais pas le coefficient U de fenêtre, j'appuie sur ici, sur celle-là, et ça me donne, c'est-à-dire, il me dit quel genre de fenêtre vous voulez. Double vitrage, triple vitrage et tout. Si je veux mettre double vitrage, je mets ça, double, ici. Et quelle est l'épaisseur de la lame d'air? L'épaisseur de la lame d'air, j'ai un choix. Je la mets par exemple 13 mm. Et est-ce qu'il y a aussi une couche faible émissivité? S'il n'y a pas, quel est le coefficient Solar Heat Gain Coefficient? C'est-à-dire, je veux mettre 0,7. Voilà. C'est quoi quel coefficient? Pardon? C'est quel coefficient? Quel coefficient de quoi? Le 0,7. Le 0,7, c'est comment ça s'appelle? Voilà, c'est le facteur solaire, c'est-à-dire la couleur du vitrage et tout ça. Voilà. Donc, en principe, je peux. C'est une donnée selon le type du vitrage. C'est le facteur solaire total, Edouard, ou bien c'est le monofacteur solaire? Il y a deux facteurs solaires. Il y a le facteur solaire du vitrage, le facteur solaire Edouard, qui prend en compte l'aspect architectural de la fenêtre. Je n'ai pas compris, madame, c'est-à-dire. Ça, c'est le facteur solaire, puis un facteur solaire. Ça, en fait, le Solar Heat Gain Coefficient, en fait, c'est en anglais, c'est le facteur solaire, c'est le FS. Je sais. Ici, je n'ai pas donné le cours de la définition, mais ici, c'est seulement celui-ci, il tient compte de la couleur du vitrage. C'est-à-dire, c'est tout. C'est comme dans la réglementation thermique marocaine, ça s'appelle FS. FS, voilà. FS, c'est ça. Donc, ici, c'est la couleur du vitrage. Donc, en bas, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les surfaces. Voilà, et on a mis le facteur, le PF. Par exemple, ici, j'ai mis PF 0,4. Voilà, je peux le diminuer. Voilà, je peux le diminuer, je peux l'augmenter comme je veux, le PF. Le PF, c'est le projection factor. C'est-à-dire, on a ici, vous voyez les surfaces des fenêtres par orientation, voilà, et le projection factor. Il y a le nord, il n'y a pas PF. Pourquoi il n'y a pas PF? Il n'y a pas projection factor pour le nord, puisque ça ne compte pas. Ça compte pas, même s'il y en a ailleurs, ça compte pas. On a mis, donc pour chaque orientation, on a mis la surface, PF ici, on n'a pas, il n'y a pas.
Ça peut être, regardez la différence. Ici, projection factor overhangs, c'est-à-dire que pour vous dire que c'est horizontal, tandis que l'est et l'ouest, c'est fins, c'est vertical. Et je calcule, voilà, je calcule. Ici, il me donne le Windows to Wall ratio par orientation, c'est-à-dire le rapport fenêtre sur mur, sur façade, par orientation. Fenêtre sur façade, voilà, sur toute la façade. Ça veut dire que si une façade qui est 10 mètres carrés et elle a 2 mètres carrés de fenêtres dedans, ça veut dire qu'il y a 2 mètres carrés mur, de fenêtres et 8 mètres carrés on a mur, mais on fait 2 sur 10, pas 2 sur 8. 2 sur la façade globale, y compris, voilà. Donc on a ici les valeurs, on va vers switchboard et on a toutes les valeurs. Est-ce qu'on a calculé, est-ce qu'on a bien calculé? Je vais sur building statistique ici. J'appuie sur ça et ça me donne ici toutes les parois, voilà, qu'on a avec la surface. S'il y en a aussi le pourcentage, le solar head, le facteur solaire, le rapport fenêtre sur ouverture sur mur ou taux de vitrage, tout ça. Donc ici, je ne vois rien, donc je vais calculer. Il calcule, voilà, il calcule toutes les valeurs. Donc j'ai le mur, je peux vérifier. Le Windows, on a 204 mètres carrés, on a 61 mètres carrés nord, on a ça, l'enveloppe. Toute la valeur de l'enveloppe, c'est 2400 mètres carrés. On a ici, c'est-à-dire le plancher bas, il est sur semi-exposé. Ça veut dire que c'est une garage au-dessous. On a 600 mètres carrés. La toiture, où est-ce qu'elle est la toiture? Elle a 700 mètres carrés. Et il calcule le coefficient U à côté. Donc là, ça me permet de voir est-ce que je me suis trompé ou pas dans l'introduction des résultats. Voilà. Et après, je dis, voilà, je peux faire print et j'obtiens directement les valeurs imprimées sur imprimante. Lui, il l'imprime sur PDF et il les met dedans. Voilà. Après, si je veux les imprimer sur imprimante, je peux les imprimer sur imprimante. Donc, je vais après. Bon, je vais faire le calcul. Si je suis en train de suivre la marocaine, le prescriptif, je fais prescriptif ici, et je dis check conformity, puisque je donne, et qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, il me donne là où c'est vert, c'est-à-dire ça a été vérifié, ça rouge, non. Il me dit le roof, ça ne marche pas, puisque d'après la réglementation, c'est 0,63 et dans mon projet, 0,73. Donc, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller vers le roof, voilà. Voilà. Et je vais vers le wall roof, ici, et j'ai dit, voilà, c'est ce que j'ai fait comme erreur dans le roof. Voilà, l'isolation thermique, elle est 3 cm, ça ne marche pas, je vais mettre 7 cm. Je mets 7 cm ici. Voilà. Et j'y vais directement maintenant pour... Voilà. Et je fais prescriptive, check conformity. Je pense que c'est Voilà. le même principe qu'avec Binaire. C'est la même chose, non? Pardon? C'est le même principe que le logiciel Binaire. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je n'ai pas vu le binayat. J'ai demandé, on m'a dit c'est plus officiel, c'est pas tout à fait officiel, mais c'est bon. Mais c'est-à-dire, ça doit être obligatoirement le même principe, parce que c'est la même base, c'est le calcul de tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire même chose. Potentiel et on donne le résultat des besoins qui viennent le chauffage et la refroidissement en kilowattheure par mètre carré par an. La finalité de Binaire. Ouais. Les besoins en chauffage et refroidissement. De toute façon, vous allez voir comment. Ici, ça ne marche pas aussi pour 0,75, puisque dans la réglementation marocaine, pour comment ça s'appelle, Marrakech, vous devez avoir 0,7 pour le facteur solaire, pour la zone de Marrakech, pour le taux de vitrage qui est pris là.
Donc, c'est pas 0,7, ça marche pas. Je reviens, switch. Et ici, Et- vous avez choisi la zone La quoi là? sur la plateforme. Oui, Vous avez choisi la zone. oui, j'ai choisi la zone au début. Voilà, parce que dès la page info, la zone Marrakech, elle est là, zone 3, j'ai mis moi. Mais zone 3, dans Grassmed. Mais Grassmed, Là, c'est vous avez... la RTCM, c'est les données de la RTCM qui sont... Oui, mais on a introduit les données ici. Je vous ai dit qu'ici, on considère 4 zones. Voilà, c'est Voilà, et vous 6 zones. Mais on a pris que Marrakech, c'est comme une lande de plateau, c'est-à-dire comme la zone qui est plateau. Voilà. Et ça correspond à la zone 3 de ce software. Et c'est la même, de toute façon. Voilà, je vais vers les fenêtres, ici, voilà les fenêtres. Et ici, donc, on a mis 0,75. Je dois changer, je veux aller 0,7. Voilà. Et OK, switchboard. Et je vais maintenant pour la prescriptive pour voir et check conformity de nouveau. Et je regarde. Ah, maintenant, ça marche. non, c'est conforme. Ça marche. Bon, non, c'est mal. Donc, j'ai ça. Mais, effectivement, là, vous avez ceci, vous, dans votre... S'il vous plaît, vous regardez bien là dans Ecobinayat, certainement, vous avez la même approche. Mais pour le green building, on a besoin d'autre chose, c'est-à-dire, d'abord, je vais vers switchboard, voilà, j'ai la performantielle, j'appuie sur performantielle et j'ai dit, voilà, la surface qui est chauffée, il faut l'introduire ici, 2400, et l'isolation thermique, elle est où? Elle est de l'extérieur, elle est de l'intérieur ou elle est entre les deux murs? Ici, j'ai mis entre les deux murs, voilà, entre les deux murs. Et je fais check conformity, voilà, et il me donne, c'est conforme à la réglementation, puisque c'est conforme, et il me donne aussi que je suis sur le B, A, B, C, D, et j'ai cooling 21 kWh par mètre carré par an, et chauffage 37,77 kWh par an. Les deux, nous sommes à 59,18 kWh par an. Sur quelle base vous avez placé ici par B? Supposons que toutes les autres conditions ne sont pas satisfaites, sauf sur l'enveloppe. On n'a pas tous les éléments pour pouvoir dire que c'est OK pour le label. Ça, c'est l'enveloppe. C'est-à-dire, ça... C'est l'enveloppe toute seule. Non, ça c'est une étape. C'est une étape. L'enveloppe, c'est une partie très importante, c'est 150. Voilà. Les autres, on va enchaîner après. Demain et après-demain, on va voir Donc les on autres. peut déjà, à partir de l'enveloppe, dire qu'on est à ce niveau. Oui. Pour la partie passive. Voilà, ça c'est la partie passive, ça c'est les besoins de chauffage et de climatisation annuels. Des besoins de chauffage, comme c'est vous, exactement. C'est le besoin de chauffage. Mais pourquoi ne pas prendre Binayat pour sortir ce chiffre des besoins en Moi, je ne connais pas Ecobinayat, la vérité. C'est-à-dire, normalement... Binayat, c'est le label. Label, ah oui. Le logiciel Binayat. Binayat, normalement, il doit être basé sur le même principe, carrément. Puisque, voilà. Mais nous, on ne va pas remplacer Binayat. Binayat, vous l'utilisez réglementaire et tout. Ici, on est en train d'évaluer l'enveloppe, mais on veut être très proche de ce que vous avez ici, et très proche pour les Tunisiens, très proche pour les Libanais. Donc, ça doit être approximatif, voilà. Donc, nous, par exemple, pour Ecobinayat, si vous utilisez Ecobinayat avec la zone thermique exacte qui est Marrakech, peut-être vous trouverez, au lieu de 59 kWh, vous allez trouver 55 ou 60, peut-être. Mais ça ne change pas dans l'approche. Si vous voulez que nous, on adapte celui-ci sur Binayat,
On peut le faire. On augmente la zone climatique, et exactement, on peut le faire. Mais à ce stade-là, à mon avis, il n'est pas bon. Alors maintenant, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est les trade-off, que j'appelle trade-off, et je dis check conformity. Et ici, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne automatiquement les 3 formules que je vous ai calculées, c'est-à-dire j'ai U enveloppe global, c'est 0,79, l'U référence 0,99, donc au lieu d'avoir 0,60, j'ai une amélioration, donc de à peu près 20%, supposons. J'ai aussi une amélioration concernant le U façade et j'ai une amélioration concernant le Windows to Wall ratio. À partir de ces valeurs, j'applique la formule U référence enveloppe moins U enveloppe divisé en pourcentage sur U référence en pourcent, ça fait combien? Je peux obtenir le pourcentage. Ainsi de suite. Donc là, c'est-à-dire l'approche de l'évaluation de l'enveloppe, elle est facilitée. En plus, comme on a introduit les projections facteurs et les fins, c'est-à-dire les auvents et ainsi de suite, ça permet à l'architecte de varier, de voir l'impact des protections architecturales, de voir l'impact, par exemple, du facteur solaire des fenêtres. Tous ces éléments-là, il peut les changer et le projet, il est sauvé. C'est-à-dire, quand je sors de projet, je dis voilà, carrément, je sors, voilà, je vais ici, vers Save and Exit, voilà, il est donc sauvé. Voilà, donc le projet, il est déjà il est dans la base de données. Si je l'ouvre de nouveau, si je veux ouvrir le projet de nouveau, carrément, je l'ai, voilà, je dis Open Existing Project, je trouve Skyline Hotel et je l'ouvre. Alors maintenant, on va en demander simplement que pourquoi celui qui veut utiliser le logiciel, effectivement, il peut lui-même revenir à son projet qu'il a déjà fait, retravailler de nouveau et tout ça. Voilà, il y a 2 solutions. Soit on laisse open, mais on a peur de faire ça et quelqu'un qui veut jouer avec le projet de l'autre. Donc on va donner password, c'est-à-dire pour chaque utilisateur. C'est lui qui fixe son password et il a ce projet qui est ici. Il veut venir et tout ça. Alors vous me dites, est-ce que vous me donnez le logiciel? Aucun problème, on peut vous le donner, le logiciel, celui-ci. Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire c'est un logiciel évolutif. Parfois, on introduit des nouveaux matériaux. Parfois, on introduit de nouvelles zones climatiques et tout ça. L'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser sur la plateforme. Toujours, on est certain que tout le monde utilise la dernière version. Donc ça, c'est l'importance de la plateforme. Elle est en tout cas, s'il y a un matériau isolant qui n'existe pas ici, vous dites, on peut l'ajouter immédiatement à la base de données. Voilà. Si vous dites, voilà, on veut ajouter une zone climatique, on peut ajouter une zone climatique. Voilà. Mais l'idée, c'est de faire, basé sur votre réglementation thermique et celle aussi des autres pays du Sud Méditerranée, on a un espace de travail commun et chacun, il a son propre space, c'est-à-dire quelque chose qui est à lui avec password, il peut modifier, il peut tout. Voilà donc l'idée globale de ceci. Comme ça, on pense qu'on a résolu le grand problème de l'enveloppe. Voilà. Et ici, bon, si vous voulez, je vous le donne l'exemple tel qu'il est. Là, l'exemple, il va être distribué à tout le monde. Voilà. Voilà, ici, vous avez tous les résultats et tout. Alors maintenant, si l'ami il veut travailler sur ce logiciel tel qu'il est, on peut vous le donner sans problème après. Mais comme je dis, l'important c'est toujours d'avoir la dernière version de la chaîne. Voilà. Comme ça, notre GrassMed qui est utile, on peut évaluer l'enveloppe et on peut obtenir à ce moment-là des notes. C'est par exemple, ici, on a pu obtenir, supposons, 30 notes, on a 90. Il faut maintenant aller à la deuxième, plus loin. C'est quoi? Où on va aller sur la deuxième étape? La deuxième étape, c'est l'éco-construction. Donc, on a cumulé maintenant les notes pour l'enveloppe. C'est fini. L'enveloppe, on a dit, c'est la performance thermique de l'enveloppe.
autre que la performance thermique de l'enveloppe, il y a l'éco-construction. Alors, c'est quoi l'éco-construction? L'éco-construction, c'est quoi? Pourquoi se soucier de la construction écologique? C'est quoi les caractéristiques des matériaux éco-construction? Les avantages des matériaux? Tout ça, on va parler de tous ces problèmes. En fait, il ne suffit pas d'améliorer la performance thermique des bâtiments. Si on utilise... Pour améliorer cette performance, on a vu, il y a des approches passives à protection solaire, mais il y a aussi des isolants. Alors, est-ce que les isolants sont tous, on veut dire, amis de l'environnement? Alors, il y a des isolants qui diffèrent, ils ont un impact environnemental positif, d'autres plus positifs que... Tous, ils ont un impact néfaste. Mais on peut dire ils ont un impact sur l'environnement, certains qui ont moins que les autres. Par exemple, les matériaux isolants comme la perlite ou les minéraux et tout ça, ou les lièges et tout, ce sont des matériaux isolants qui viennent de la nature. Tandis que le polystyrène, le polyuréthane, ce sont des matériaux qui ont besoin beaucoup d'énergie et qui ne sont pas du tout... Donc, on peut les utiliser pour améliorer la performance, mais si on utilise des matériaux isolants qu'on appelle éco-matériaux, à ce moment-là, on gagne des points. Donc, c'est ça l'objectif de passer. Donc, voilà. Maintenant, on aurait pu augmenter le nombre de points des matériaux isolants écologiques, mais comme on ne sait pas exactement, je pense au Maroc, un petit peu comme chez nous, il n'y a pas beaucoup de matériaux écologiques, en gros, isolation. C'est-à-dire, vous n'utilisez pas la perlite. En Tunisie, ils utilisent la perlite pour l'isolation. Ici, vous n'utilisez pas la perlite. Vous utilisez des laines de verre, vous utilisez le fiberglass, vous utilisez le polystyrène. Qu'est-ce que vous utilisez aussi comme matériau isolant? Le polyuréthane et tout ça. Mais tout ça, ce sont des matériaux, ne sont pas des matériaux écologiques. En gros, ce sont des matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui proviennent des sources pétrolières. Donc c'est pour cela, il y a des notes qu'il faut mettre sur ces matériaux qu'on appelle les matériaux isolants. Il faut donner une note pour les matériaux qui proviennent, qui sont minéraux et qui causent moins d'impact et moins de dégâts sur l'environnement. Mais comme il n'y a pas, ça ne sert à rien d'augmenter la note puisque personne ne va y aller. Donc c'est pour cela qu'on a mis une note simple, acceptable, mais dans le futur, quand on sait que ces matériaux vont exister beaucoup plus, on peut remodifier les notes et changer les notes. Voilà. Donc voilà. C'est quoi l'éco-construction? Donc là, je reviens à la même chose qu'on a dit ce matin, que ce sont les matériaux, les meilleurs matériaux qu'on n'a pas achetés. Et en plus, il y a le problème d'éco-construction, il n'y a pas seulement les matériaux isolants, mais il y a tout ce qu'on utilise dans le bâtiment. Ça veut dire, ça peut être des matériaux recyclables. Ça peut être des matériaux aussi qui sont fabriqués à partir des matériaux recyclés. Ça peut être les peintures, par exemple, de l'intérieur, on va en parler après, mais quand même, il y en a des produits qui sont toxiques. Il y en a des produits qui sont cancérigènes, tout ça. Donc, il faut se référer. Maintenant, je sais que dans nos pays, il y a très peu de références concernant la qualité écologique des matériaux. Donc, mais comme ces matériaux, en général, sont importés, on doit se référer à des références plutôt extérieures et étrangères. Donc, on a dans certains labels, même français, européens, américains, on a des classifications de ces matériaux, voilà, que ce soit les métaux, que ce soit les matériaux plastiques, tous ces genres de matériaux, on a des références à ces matériaux. Et il faudrait donc à ce moment-là se référer à ces matériaux pour leur utilisation. Donc, c'est quoi les caractéristiques d'éco-construction? Les matériaux d'éco-construction se caractérisent, ce sont comme suit.
ce sont des matériaux biodégradables. Bon, ça peut être l'une ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Là, donc, on va donner quelques propriétés des matériaux d'éco-construction. Ces matériaux sont des matériaux biodégradables. Il s'agit donc généralement de matières organiques telles que la matière végétale et animale et d'autres substances provenant d'organismes vivants ou de matières artificielles suffisamment similaires aux matières végétales et animales pour être utilisées par des micro-organismes. C'est-à-dire, pourquoi on appelle biodégradable? Ça veut dire que, vous savez, dans la nature, toute la matière biologique, il va y avoir des mécanismes, donc, des micro-organismes qui peuvent s'alimenter avec ça. Donc, si on la laisse dans la nature, si on laisse une pomme dans la nature, à bout d'un certain temps, il ne reste plus rien de la pomme, puisque les micro-organismes, toute la matière biodégradable a été utilisée par les micro-organismes. Alors, dans ce cas-là, cette propriété, il peut y avoir des matériaux biodégradables naturels ou sont fabriqués en usine, mais leurs caractéristiques sont similaires, c'est-à-dire peuvent servir d'aliment à des micro-organismes, ça veut dire qu'ils sont biodégradables. Si on les jette dans la nature, automatiquement, ils vont disparaître. Il y a aussi les matières qui proviennent de ressources renouvelables. Bon, on peut parler par exemple du liège, du bois, qui sont des matériaux, de la paille, qui peut être utilisée aussi pour l'isolation. Ils peuvent être réutilisés ou recyclés, ça on a dit. C'est très important si ces matériaux sont disponibles localement. Pourquoi? Si on est disponible localement, on évite le transport de longue distance et tout. Et ils ont avoir faible énergie intrinsèque, ça veut dire qu'on n'a pas consommé beaucoup d'énergie pour les fabriquer. Ça, c'est important. Ces déchets peuvent être réutilisés, durables avec une longue durée de vie, pour ne pas avoir le problème de remplacement rapide, et qui peuvent réduire la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Et aussi, ils favorisent l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Tout ça, ce sont des matériaux écologiques. Et là, on donne des exemples de ces matériaux. Peut-être la construction avec des matériaux écologiques coûte plus cher au départ, mais elle est plus confortable, plus durable et elle gêne moins l'environnement. Donc c'est pour cela qu'il faut favoriser à tous les moyens l'utilisation des matériaux locaux, que ce soit pour l'isolation, que ce soit pour la construction et que ce soit aussi pour les fenêtres. Si on a des matériaux locaux, si on a dans le pays où il y a du bois, il faut utiliser du bois, ainsi de suite pour le faire. Et il y a une chose importante aussi, c'est la résistance au feu, puisque la résistance au feu, c'est très important comme élément. On ne peut pas utiliser dans les bâtiments des matériaux qui peuvent être une source, c'est-à-dire qui peuvent brûler facilement et qui sont peu résistants au feu, c'est-à-dire qui brûlent immédiatement. Là, c'est un danger, donc il faut ceci être classé. Vous savez, c'est la plus facile des choses, c'est de vérifier cette propriété au niveau des laboratoires nationaux. Donc on peut, à la limite, vérifier avec le laboratoire, tester les matériaux pour connaître leur résistance au feu. Bon, c'est pour cela, dans certains pays, par exemple, il y en a ce label, parce que lorsque vous allez acheter un frigo, qu'est-ce que vous regardez pour l'achat de frigo? Il y a toujours le label A, B, C, D, E, d'accord? Et vous savez donc que si un frigo qui a un label A et un frigo qui a un label F, qu'est-ce que vous choisissez? A ou F? A. Donc immédiatement, vous êtes sensibilisé que ce système de label A, B, C, D, E, F, voilà, nous oriente vers le choix d'un équipement le plus performant. Bien entendu. Mais est-ce que vous rentrez dans les détails du frigo, les détails, la consommation des choses? Si on veut, on peut la lire, mais en général, ce label A ou B pourrait être suffisant pour faire le choix.
Donc, les matériaux dont je vous ai parlé, qu'on peut utiliser dans les bâtiments, ils peuvent avoir ce label éco-friendly. Okay? S'ils ont ce label, voilà, ça veut dire qu'on peut les utiliser sans problème. Et on peut, lorsqu'on va remplir le formulaire de conformité au label GRASMED, dire que voilà, on a utilisé ce type de matériaux et il est éco-friendly, on donne la référence et c'est tout. Donc normalement, tout ça, ça doit être dans une base de données qui nous permet de faire le choix. Donc, ces matériaux éco-friendly qui peuvent couvrir tout, le but final, bien entendu, c'est aux décideurs de choisir, ou de concepteurs, ou de maîtres d'œuvre qui décident du choix de ces matériaux. Alors, parfois, on a besoin de matériaux résistants, de matériaux d'éco-construction, on n'a pas l'équivalent. Donc, on est obligé à ce moment-là d'utiliser l'autre matériau là où on peut. Donc, finalement, ce genre de matériaux, on ne peut pas l'utiliser toujours à 100%. Donc, parfois, on l'utilise à 40% des besoins, à 50%, à 60%, c'est-à-dire là où on peut les mettre, on les met, là où on ne peut pas, on ne les met pas. Qu'est-ce que ça donne, ceci? Voilà, ça, ce sont types de matériaux qui sont déjà référencés. Vous pouvez entrer dans toute cette référence-là. Par exemple, vous mettez NFG, HTUFF sur Internet et vous avez la base de données de tout ce genre de matériaux. Donc finalement, les polymères aussi, on a aussi leurs caractéristiques. On a les matériaux d'éco-construction naturelle qui sont anti-flammes, ainsi de suite, coque de café, et ça, les matériaux d'isolation et les matériaux acoustiques, tous, on a le liège, on a tout. Donc on a un ensemble de matériaux. Là, ce sont des références qui existent concernant ces matériaux. Donc, pour aller très vite, finalement, on a tout ça. Ce sont des matériaux d'éco-construction qui sont valables, c'est-à-dire si on les utilise, on gagne des points. Donc, catégorie des matériaux, donc selon les catégories de matériaux, le crédit sera obtenu si au moins 30% d'installation de ces matériaux et-dessus est appliqué dans la conception du bâtiment. Par exemple, si vous avez dans le bâtiment utiliser par exemple des matériaux, des plafonds acoustiques par exemple, ou si vous voulez utiliser du céramique, on va dire de céramique et de verre. Même le céramique et le verre, voilà, on a certains matériaux qui sont labellisés éco-construction. Le céramique et le verre, on peut utiliser. Si dans notre bâtiment, on a une quantité de céramique à utiliser, si elle est 30% de ces matériaux sur la surface appliquée sont des matériaux éco-construction, on peut gagner des points. Lorsqu'on dépasse les 30%, on gagne beaucoup plus de points. Donc finalement, il faut voir le pourcentage des matériaux, aussi le pourcentage de l'isolation écologique, voilà, puisqu'on a deux choses. Les matériaux, ce sont éco-construction. Les matériaux isolants, ce sont des matériaux écologiques, comme on a dit, ce sont des matériaux d'isolation qui sont minéraux ou qui viennent de sources renouvelables, ainsi de suite. Et le troisième critère qui nous permet de gagner des crédits, c'est l'isolation des conduites d'eau chaude et des réfrigérations, c'est-à-dire des réfrigérants. Ça veut dire, en général, ce sont les conduites d'eau glacée lorsqu'il y a en circulation. Donc, si on fait l'isolation de ces conduites, on gagne aussi des points. Donc, voilà sur ce qu'on appelle GRASMED, comment se conformer. On se conforme, c'est ça. Ça veut dire, on regarde, on a un maximum de score pour le résidentiel et le bâtiment tertiaire, 26 points pour l'utilisation des matériaux de co-construction. 26 points. Voilà. C'est-à-dire, comme je dis,
Comment vous avez identifié 26 points exactement? Comment on a trouvé les... Mais comme j'ai dit, au début, on dit 26 points, puisque d'abord, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'isoler le bâtiment avec n'importe quel matériau ou d'isoler un matériau avec un matériau écologique. Bien entendu, isoler avec un matériau écologique. Mais si on isole avec un matériau comme le polystyrène ou le polyéthylène, c'est déjà, on gagne. Puisque on va économiser les besoins de chauffage, on va économiser les besoins de climatisation. Alors maintenant, on ne va pas mettre les bâtons dans les roues pour un bâtiment qui est isolé avec du polystyrène ou avec du polyuréthane, mais simplement, on va lui donner une note, mais on va donner une note plus pour ceux qui utilisent des matériaux isolants écologiques, d'éco-construction. Alors maintenant, pourquoi on a mis 26? Puisque si on met plus et ce matériau n'existe pas sur le marché, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un bâtiment vert. Le moment où vous me dites qu'il y a de l'isolant thermique comme la perlite qui est très utilisé au Maroc, et vous dites que oui, on va encourager maintenant l'utilisation de ces matériaux, on peut augmenter la note on peut augmenter cette note. Donc ça doit évoluer en fonction de la présence de la technique et de technologie et des matériaux sur le marché. On peut faire évoluer. Mais c'est ça, c'est comme ça. Donc c'est un poids, c'est un choix qu'on a fait. Voilà, c'est un choix. Et ce choix pourrait être modifiable au fur et à mesure, mais si la modification est justifiée. On ne peut pas mettre des notes pour des choses qui n'existent pas actuellement. Voilà. Donc, pour le métal, s'il y a des métaux certifiés ou s'il y a des céramiques, des verres qui sont certifiés écologiques, voilà, on peut avoir des points en fonction du pourcentage de leur utilisation. On utilise 20%, 30%. S'il n'y a pas du tout, c'est-à-dire on a perdu les 26 points. Voilà en gros donc l'idée du scoring, ça veut dire on a sensibilisé les concepteurs qu'il faut utiliser ces matériaux écologiques et effectivement, ils peuvent gagner beaucoup plus de points. Alors maintenant, pour l'isolation des tuyauteries, que ce soit l'eau chaude ou que ce soit le réfrigérant, c'est-à-dire l'eau froide, mais pas froide, l'eau comme ce qu'on appelle l'eau qui provient, qui est utilisée dans les chillers, c'est-à-dire les groupes d'eau glacée. C'est-à-dire, nous, on l'appelle eau glacée en général. Il faut isoler. Si ces tuyaux dans le logement ou dans les bâtiments sont isolés, que ce soit matériaux éco-construction ou pas, on gagne des notes. Voyez. Puisque la première partie, c'était l'enveloppe, ici, c'est la tuyauterie. Donc, dans chaque logement, vous savez, donc, il y a la distribution d'eau chaude, au moins. Cette distribution d'eau chaude devrait être isolée. Si elle est isolée, on gagne des notes. Donc, finalement, tout ça, ça va nous permettre à la fin de gagner des notes. Donc, on a à ce moment-là l'éco-construction qui va nous donner 26 points. Et il reste de l'autre côté l'enveloppe, il reste encore, on a gagné des points concernant aussi l'enveloppe, il reste les toitures vertes. Donc, vous voyez, on a gagné des notes actuellement sur l'enveloppe, sur 3 indicateurs de l'enveloppe, que ce soit la performance thermique, que ce soit les matériaux d'éco-construction. Et maintenant, on va voir avec les toitures vertes, qu'est-ce qu'on peut gagner comme toiture verte. Donc, bien entendu, les toitures vertes, ils ont de nombreux avantages. Autre que l'avantage thermique, c'est l'essentiel, c'est qu'ils contribuent à diminuer les températures globales au-dessus d'une ville, ce qu'on appelle la température Heat Island, qu'on appelle en général la température urbaine. Vous savez que dans les villes, la température dans les villes elle est supérieure aux températures qui sont à l'extérieur. Ça s'appelle la température urbaine. À quoi est due? Est due à l'absorption de chaleur par les structures en béton armé, par le manque d'espace vert, et ça cause énormément de problèmes. En plus, dans les villes,
les toitures et les chaussées qui sont en béton causent en permanence, de plus en plus d'ailleurs, des problèmes d'inondation, puisque l'eau, quand il y a de la pluviométrie, ça circule directement et ça peut créer des inondations. Donc, les espaces verts, les végétations et tout, ça permet de retenir les précipitations et de réduire ce danger. Les toitures, en fait, ils ont énormément d'avantages, autres que paysagers. Ils sont bien pour la santé, ils contribuent pour l'environnement. En plus, de point de vue thermique, il y en a deux types. Voilà. Le point de vue thermique, on peut dire qu'il y a les toitures non végétales, non végétalisées ou toits frais, peuvent jouer le rôle thermique qu'une toit végétalisée. Donc, on a deux sortes de toitures où on peut, de point de vue thermique, c'est-à-dire, on peut mettre de la végétation. La végétation, donc, elle a un albédo qui permet la réflexion et l'absorption de rayonnement solaire ou l'absorption de ce rayonnement solaire, mais à ce moment-là, ça peut créer une évaporation puisqu'il y a de l'humidité dedans, de l'eau et tout. Ça permet de rafraîchir, mais notre objectif, c'est de réduire les gains solaires au niveau des toits. Pour réduire ces gains solaires, on utilise le toit vert, toiture verte. S'il n'y a pas de toiture verte, on peut utiliser ce qu'on appelle un toit frais. Frais, c'est quoi la fraîcheur? Ça veut dire sa température est basse. Comment on peut obtenir des toits frais avec des températures basses? Il faut à ce moment-là jouer sur ce qu'on appelle les coefficients de réflexion ou réflectivité ou les coefficients d'émission. Donc, c'est pour cela on a deux possibilités de toit et on peut avoir une toiture mixte, c'est-à-dire une partie qui est végétalisée et une autre partie fraîche qu'on appelle. Coefficient qui est le coefficient de réflectance solaire et coefficient d'émissivité thermique. Bon, c'est quoi la réflectance solaire? La réflectance solaire, c'est-à-dire s'il y a un rayonnement solaire qui tombe sur une surface, la surface elle a la propriété en coefficient de réflectance, c'est-à-dire elle peut réfléchir cette énergie solaire. Bon, si le coefficient de réflectance il est 1, qu'est-ce que ça veut dire, le coefficient de... C'est-à-dire que tout le rayonnement solaire qui arrive, il est réfléchi. Voilà, il est réfléchi. Mais s'il est 0,5, c'est-à-dire on a réfléchi 50% et les 50% ont été absorbés. Voilà. Mais une fois que c'est absorbé par le toit, qu'est-ce qu'il va faire avec cette chaleur, la toiture? Il va le faire passer à l'intérieur, mais aussi il a une autre propriété. Vous savez que chaque matériau qui a une température de surface supérieure à 0 degré Kelvin, il émet du rayonnement. Le rayonnement. Avec le rayonnement, c'est epsilon sigma t à la puissance 4, qu'on appelle, c'est le coefficient de Stéphane sigma. Et c'est-à-dire, cette émission de rayonnement, elle est en fonction de la température. Bien entendu, de la surface aussi et tout. Donc, elle a un coefficient d'émissivité. Ce qu'on appelle un corps noir. Le corps noir, c'est un corps qui réémet direct tout ce qu'il absorbe. Donc, si on envoie sur un corps noir en rayonnement, il prend puis il réémet immédiatement. Ça veut dire ça qu'on appelle un corps noir. Un corps gris ou un corps quelconque, il a un coefficient d'émissivité inférieur à 1, 0,8, 0,9 et tout. Alors, pour avoir un toit frais, c'est-à-dire qui garde une température faible, il doit avoir deux propriétés. Le coefficient de réflectance faible ou élevé? Élevé. Et le coefficient d'émissivité faible ou élevé? Élevé. Les deux doivent être élevés. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'absorbe pas tout ce qu'il... Il réfléchit tout ce qu'il a reçu, mais ce qu'il a gagné, il essaye de remettre. Donc, comme ça, rien ne descend vers l'intérieur, ou très peu qui descend dans... Ce sont les couleurs qui répondent à cette... Les couleurs. En général,
C'est pour cela qu'il faut une peinture spéciale. C'est ça le problème. Alors, maintenant, nous, si vous utilisez de la couleur blanche, vous savez que dans certaines villes, même à Casablanca, même ailleurs et tout, on utilise la couleur blanche pour la toiture. Ça, c'est pour réfléchir, effectivement. Mais la peinture blanche elle-même, on ne connaît pas son coefficient d'émissivité. Donc, elle peut avoir un coefficient d'émissivité faible. Donc, c'est pour cela il y a ce qu'on appelle, ce sont des peintures qui ont un coefficient SRI. Le SRI que vous avez là, ça, c'est-à-dire, c'est l'indice de réflectance solaire, RSI, qui englobe les deux. C'est-à-dire, il a dedans l'émissivité et dedans le coefficient de réflexivité. Et à ce moment-là, ces matériaux peuvent être utilisés, ces peintures peuvent être utilisées pour créer un toit frais. Et là, donc on a deux possibilités. Soit on utilise ce genre de peinture pour peindre la toiture, soit on fait une toiture végétale, verte, soit les deux, une combinaison de deux. Alors bien entendu, comment on va gagner des notes? On va gagner des notes en fonction de la surface de la toiture qui est couverte, soit par de la végétation, soit par la peinture avec un coefficient de réflectance qui est acceptable, et soit une combinaison des deux. Tout ça, voilà, là ça donne ce qu'on a parlé, donc on ne va pas revenir, mais vous avez tout ce qu'on a parlé, il se trouve ici. Et là, ça donne une idée sur les couleurs, c'est-à-dire on a chaque couleur avec le SRI, les deux, voilà. C'est-à-dire, vous voyez le coefficient ici, R, c'est le coefficient de réflexivité, de réflexion 0,52, et ici la réflectance, on a 59, ainsi de suite. Donc, on a aussi une échelle de couleurs qui nous permet de faire un bon choix entre tout ça. Voilà. Exactement. On a englobé les deux ici, l'émissivité et plus la réflectivité. Donc on doit avoir le plus grand. Voilà, exactement. Et on doit avoir le plus grand. Et c'est pour cela, ici ça donne un exemple, mais on sait que la peinture, elle perd de ses caractéristiques en fonction de l'âge. C'est-à-dire, on la met la première année, la deuxième année et tout. Donc ici, c'est un exemple de spécification technique pour les produits. Donc c'est un produit qu'on peut acheter. Ça, c'est le produit. Il a un coefficient initial de réflectance 0,65 et il peut maintenir un coefficient de 0,50. Trois années après, dans des conditions normales. Voilà. L'émittance, il est de 0,75. Donc, et aussi les deux, si on combine les deux, voyez. Donc, on a bien clair ici. On a le coefficient de réflectance, c'est 0,75. Et on a l'émittance 0,75. C'est 0,65, 0,75. Et voilà. Et il y a aussi des produits qui ont le SRI global 0,75 et après 3 années, c'est 53. Donc ça nous permet de voir ici les caractéristiques, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour faire le choix. Et vous voyez donc, ce mixte entre toiture végétalisée et toiture non végétalisée peut effectivement contribuer à l'amélioration de l'environnement, à rendre les bâtiments plus agréables pour la vie, même pour la vue de l'extérieur. Ceux qui sont dans d'autres immeubles, s'ils regardent, ils peuvent aussi avoir un bon paysage. Et aussi, une chose importante pour la toiture végétalisée que le toit frais ne peut pas assurer, c'est sa contribution au CO2. Quel CO2? C'est la rétention de CO2. Pourquoi on a la rétention de CO2? Parce que tout le monde sait que les végétaux, ils ont besoin de CO2
pour la photosynthèse et tout ça. Ils ont besoin de ça. Donc, ils mécanisent de CO2. Et à force de mécanisme de CO2, ils peuvent grandir au fur et à mesure. Donc, aussi, les toitures végétalisées, ils jouent ce rôle aussi. C'est un capteur de CO2 et tout. C'est quelque chose de très important. Et bien entendu, quand on vit dans une ville et on regarde, on ne voit que des bétons, c'est malsain. Donc, pour la santé physiologique et mentale, on a besoin de la végétation. Et vu que les espaces verts manquent dans les villes, il y a la toiture verte qui peuvent contribuer à assurer une partie de ce qu'on a perdu dans les villes, c'est-à-dire assurer cette végétation. C'est aussi la biophilie, c'est besoin inné de l'être humain de se connecter à la nature. Ça, d'après toutes les études qui ont été faites, il y a une partie qu'on va l'aborder le 3e jour sur la biophilie, mais on sait bien que l'homme, il a besoin de contact avec la nature. Ça veut dire, vous mettez un homme dans une pièce toute blanche, il n'y a pas il n'y a aucun être vivant, que ce soit végétal ou animal ou autre, il se sent mal à l'aise. L'homme, il a besoin d'un contact avec la nature et effectivement, les toitures vertes contribuent à assurer une partie de cette biophilie. Bien entendu, il y en a plusieurs avantages, commodité, loisirs, production alimentaire. Il y en a aussi certains qui utilisent la toiture pour planter des légumes et autres. Ça existe actuellement. Mais bien entendu, tout ça, ça dépend comment choisir la toiture, c'est comment on la construit. Donc, il doit y avoir une couche drainante, il doit y avoir un film géotextile, il doit y avoir, on assurer le drainage pour que l'eau s'en va dans l'évacuation. Il y a quand même un design important pour faire de la toile. Mais c'est faisable à condition que l'entreprise qui va faire la toiture végétalisée soit une entreprise spécialisée. Ce n'est pas nous qu'on va aller dans le toit et faire des plantations sur le toit. En plus, les plantes qu'il faut mettre dans des toitures végétalisées sont bien sélectionnées. Ce sont des plantes qui ne doivent pas avoir des racines, de grandes racines. Pourquoi? Pour ne pas perturber ce système et tout. Donc il y a là tous ces exemples sur les toitures, avec les références, avec les CO2, ainsi de suite. Et traitement et gestion des eaux pluviales, îlots de chaleur urbains, qualité de l'air, tout ça, habitat, les gens, donc, parfois, ils peuvent choisir les toitures, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple de toiture végétalisée et les propriétés de ces toitures végétalisées. Bien entendu, les toits frais, il y a 3 options dans le référentiel Grassmade. Soit on choisit une toiture végétalisée, soit toiture non végétalisée, qu'on appelle des toits frais, soit des toits végétalisés et non végétalisés, moitié-moitié option. Et là, le référentiel, en fonction de la portion de la toiture ou la superficie de la toiture qui a été couverte par une toiture verte, on obtient des points. C'est-à-dire, on commence à obtenir des points à partir de 50%. Si on a 50 à 60%, on a 5 points. 60 à 70%, on a 10 points. Et si on a plus de 70%, on a 15 points. Et ces 15 points peuvent être obtenus soit à partir d'une toiture végétalisée toute seule, soit à partir d'un toit frais, soit les mix des deux. Voilà. Donc ça oriente à ce moment-là, dans le cadre de bâtiments verts, des concepteurs, à faire quelque chose au niveau de toit, soit la toiture verte, soit le toit frais. Comme ça, on obtient donc le score pour ceci. Voilà, donc tout ça c'est dit. Vous voyez, donc le principe de score, c'est facile, mais vous allez demander c'est quoi le toit vert et tout ça, donc on a un cours pour la toiture verte.
C'est quoi ce cours technique qui va être sur les toits végétalisés, vous pouvez l'utiliser dans votre référentiel si vous le voulez, mais c'est quelque chose qui répond à l'explication technique. Il explique c'est quoi et tout ça. Alors les notes, nous on l'a fait à partir de pourcentage de la toiture qui s'est couverte. Si vous voulez intégrer la toiture verte dans votre référentiel Ecobinayat, vous pouvez utiliser un autre indicateur. Mais la toiture verte, c'est le cours qui est là, qui va vous aider, puisque nous, on ne l'a pas inventé. Ça, on a rassemblé les connaissances techniques existantes qui sont là.